On a 1 heure et demie pour ce débat, donc je vais d'abord passer la parole à mes camarades pour une introduction, une présentation, et puis ensuite on donnera le micro, enfin on fera passer un micro dans la salle. Vous pourrez intervenir, vous êtes largement invités à intervenir toutes et tous, parce qu'on sait que la guerre c'est actuellement quand même un sujet qui inquiète, qui pose beaucoup de questions, qui provoque beaucoup de discussions, donc on invite vraiment les uns et les autres à ne pas hésiter à poser leurs questions, faire part de leurs impressions, etc. Voilà, et je vous dirai un mot au moment du débat. Quand Trump a annoncé qu'il voulait annexer le Groenland, bien des gens se sont demandé s'il était fou. Mais Trump n'est pas fou. Quand Macron a annoncé que l'Europe doit basculer en économie de guerre et que le budget militaire de la France va être multiplié par 3, beaucoup ont été stupéfaits. Car, encore hier matin, ils croyaient qu'on était en paix. Mais quelle paix? Si vous êtes irakien, quand avez-vous vu la paix? Le pays est en guerre depuis 1980, et en fait, si vous avez 45 ans aujourd'hui, vous n'avez connu que ça. Pourquoi? Parce que l'Irak est au Moyen-Orient, gorgé de gaz et de pétrole, et que les capitalistes doivent le contrôler par n'importe quel moyen. Où est la paix pour les Gazaouis, qui sont aujourd'hui menacés d'extermination? On entend souvent pointer Netanyahou et le sionisme, à juste titre. Mais qui fournit les armes? Les puissances capitalistes, États-Unis en tête. Ce qui les préoccupe, ce n'est pas le sort des Israéliens, mais dominer la région du canal de Suez et du pétrole, c'est vital pour leur profit. La guerre en Palestine, avant d'être une guerre entre Israéliens et Palestiniens, est une guerre de l'impérialisme. Et qui sait qu'un peu plus au sud, au Yémen, il y a eu ces dernières années encore plus de morts qu'en Palestine? Qui a entendu parler de la guerre au Soudan, où il y a 12 millions de réfugiés, autant que toute la région parisienne? En Somalie, ou de la guerre au Congo? La guerre est déjà permanente d'un bout à l'autre de la planète. Ce n'est que dans quelques pays comme la France que, ces dernières décennies, on a pu se croire à l'abri. Mais la réalité nous rattrape. Et ce n'est pas la première fois. En 1914, toutes les populations d'Europe ont été brutalement dans la boucherie des tranchées, dans les gaz asphyxiants, dans la mort industrialisée. Lénine écrivit alors: l'impérialisme met en jeu le sort de la culture européenne. Après cette guerre, s'il ne se produit pas une série de révolutions, d'autres guerres suivront inéluctablement. Ces révolutions, elles eurent bien lieu. Mais en dehors de la révolution russe, toutes furent vaincues et le capitalisme s'est maintenu. Et les guerres ont suivi inéluctablement. 20 ans plus tard, c'était cette fois le monde entier qui était plongé dans une barbarie encore plus grande dans la Seconde Guerre mondiale. On nous fait croire que c'était une guerre juste, la défense de la démocratie contre le fascisme. Mais lorsqu'elle éclata, Trotsky expliqua: la présente guerre, la deuxième guerre impérialiste, n'est pas un accident. Elle ne résulte pas de la volonté de tel ou tel dictateur. Elle a été prédite depuis longtemps. Son origine dérive inexorablement des contradictions des intérêts capitalistes fondamentaux. Ces phrases, on pourrait les répéter aujourd'hui presque mot pour mot. La Seconde Guerre mondiale fut suivie elle aussi d'une vague de révolution, cette fois d'un bout à l'autre de la planète. Les anciennes colonies de la Chine et l'Inde à l'Algérie arrachèrent leur indépendance. Mais ce que les capitalistes n'avaient pas pu détruire, une internationale communiste révolutionnaire bâtie suite à la révolution russe, c'est le stalinisme qui l'a détruit de l'intérieur. Contrairement à la guerre précédente, aucune de ces révolutions ne fut dirigée par la classe ouvrière. Aucune ne se donna pour but le renversement de la domination capitaliste sur le monde. Alors, après les destructions de la guerre en 1945, l'économie capitaliste se releva. Et à nouveau, malgré les guerres coloniales, beaucoup eurent l'illusion qu'un monde de paix était possible.
Mais ce relèvement ne durera pas longtemps. Dès les années 70, le capitalisme entrait en crise. Une crise qui dure depuis des décennies et a mené à la marche à la guerre actuelle. Bien des gens se demandent ce que veut dire la crise quand chaque année, les fortunes des milliardaires battent des records. Certains croient même qu'elles n'existent pas, sinon comme un prétexte pour nous faire les poches. Mais ils se trompent. C'est justement parce que les milliards s'accumulent que les capitalistes doivent trouver des débouchés, des nouveaux marchés où les placer. Mais quels nouveaux marchés? Le monde est déjà partagé, dominé, saturé. Construire de nouvelles usines pour vendre à qui? C'est une contradiction révoltante. Les capitalistes regorgent de profits dans un monde où tant de femmes et d'hommes manquent de tout, mais ils n'ont nulle part où les investir. Lénine avait désigné cela du nom d'impérialisme. Ce mot ne signifie pas, comme on l'entend souvent, une politique agressive des grandes puissances. Il est un stade du développement économique où les capitaux n'ont plus de marché nouveau à exploiter. Les groupes capitalistes n'ont alors qu'une seule solution, se mener une guerre féroce pour mettre la main sur les richesses déjà existantes, sur chaque produit d'activité humaine qui peut rapporter du profit. Les suppressions d'emplois pour aggraver l'exploitation, les hôpitaux transformés en machines à fric ou simplement fermés, les réseaux d'eau privatisés et ensuite dans les pays pauvres laissés à l'abandon. Le capital vampirise jusqu'à la dernière goutte de sang pour en tirer du profit. Des crises éclatent comme celle de 2008 et les États y répondent en renflouant encore les financiers, en préparant une crise suivante encore plus grave. Mais à force de crise et de pillage, le marché ne fait que se restreindre encore plus. Quand une meute de chiens a assez de viande, les chiens peuvent coexister. Mais quand la viande manque, le plus gros bouffe le plus petit. C'est ça la marche à la guerre actuelle. Le PDG de Peugeot Stellantis, Carlos Tavares, avait déclaré face à la stagnation des ventes de voitures: il faut aller manger dans la gamelle du voisin. Le voisin, c'est Volkswagen, Toyota, Ford. La concurrence mène à la guerre commerciale. Mais dans cette guerre, chaque groupe capitaliste n'est pas seul. Il s'appuie sur son État. C'est là une autre contradiction du système. Plus l'économie est internationale, mondialisée, enchevêtrée en une chaîne de production unique, plus les capitalistes ont besoin d'États forts qui s'opposent les uns aux autres. On nous fait croire que l'État est là pour servir les besoins du peuple. En réalité, il sert les besoins des groupes capitalistes contre leurs concurrents et contre leur propre population. Les annonces brutales de Trump sur les tarifs douaniers, les terres rares ukrainiennes ou sur l'annexion du Canada reflètent cela. Les États-Unis, c'est le chien le plus gros de la meute et il agit comme tel. La guerre économique devient une guerre tout court. Pour reprendre les mots de Trotsky, ce n'est pas dû à tel ou tel dictateur, c'est une nécessité économique. Alors, tous ceux qui nous font croire à un règlement pacifique des conflits, à une législation internationale, à l'ONU, cherchent à nous endormir. La seule loi, c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, l'adversaire principal de l'impérialisme américain, c'est la Chine. La bourgeoisie chinoise a intégré le marché mondial en position de sous-traitant, mais elle a pu se développer à l'ombre d'un appareil d'État particulier, issu d'une révolution nationaliste, assez fort pour ne pas se faire totalement piétiner par les impérialistes. Et la bourgeoisie chinoise, avec son État, est devenue une rivale qu'il faut entraver et soumettre. Que signifierait de nos jours une guerre entre grandes puissances, entre les États-Unis et la Chine? On peut imaginer l'Ukraine ou Gaza, mais à l'échelle de continents entiers. Un Hiroshima avec, au lieu d'un bombardier à hélice, le système de satellite Starlink. Ou peut-être un affrontement plus long par peuple interposé. On ne sait pas. Mais une chose est sûre,
Encore plus qu'en 1914, puis en 39-45. Toute l'activité humaine sera réorganisée pour servir une œuvre de destruction qui menace l'existence et la culture humaine. Le développement économique, la technologie, la mondialisation offrent à l'humanité des capacités inouïes pour un monde harmonieux. Mais dans ce monde capitaliste, ils conduisent inéluctablement à un cataclysme. Tout le monde le voit, tout le monde le sait et le craint, même les dirigeants des États ou des armées, et personne ne peut rien y faire. La seule manière d'en sortir, c'est d'arracher les manettes aux capitalistes et de prendre le contrôle de la machine économique en la faisant tourner comme un tout à l'échelle du monde entier. Et cela, seule une classe, elle-même internationale, peut le faire. La classe ouvrière est la classe révolutionnaire, car de l'ouvrière textile du Bangladesh au mineur congolais, de l'ouvrier du gaz russe à l'ouvrier du montage en Israël ou en France, on produit ensemble tout ce dont on a besoin pour vivre les uns et les autres. Ce n'est pas une idée, c'est la réalité. Et ça continue même lors d'une guerre quand on est envoyé s'entretuer. C'est pourquoi dans la marche à la guerre, la classe ouvrière n'a pas seulement à défendre ses propres intérêts, son pain, sa santé, l'avenir de ses enfants. Elle est la seule classe sociale capable d'entraver la course à l'autodestruction, d'organiser la société sur une autre base. La tâche d'aujourd'hui est donc de constituer un courant qui maintienne un point de vue de classe, fermement, face aux pressions guerrières qui vont être de plus en plus fortes. Et dans cette marche, il y a des étapes. La guerre en Ukraine en a été une. Depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, les capitalistes occidentaux, assoiffés de marchés et de richesses, ne pouvaient pas tolérer que cet immense territoire industrialisé échappe à leur contrôle. En rachetant des entreprises, en étendant les bases militaires de l'OTAN toujours plus à l'est, en fomentant des coups tordus, ils n'ont eu de cesse de transformer l'ex-URSS en arrière-cour, comme le sont tant d'autres pays pauvres. Mais quand Poutine a brutalement riposté, en 2014, puis surtout en 2022, tout cela a été dissimulé, gommé. À la place, on nous a dit, cette guerre est une agression de Poutine contre la liberté des Ukrainiens et les valeurs démocratiques. Cette réécriture a été reprise de l'extrême droite à une grande partie de l'extrême gauche. Elle a justifié une vague d'unité nationale, y compris du PCF ou de la France insoumise, et ensuite un quasi-doublement du budget militaire. Alors aujourd'hui, Trump tombe le masque sur les vraies causes de la guerre. Mais en 2022, nous avions été les seuls à rappeler que les véritables causes de la guerre, la pression due à l'impérialisme occidental, à ne pas marcher dans la propagande, à dire qu'aucun peuple attaqué ou opprimé ne peut compter sur le soutien de l'impérialisme. Dans l'avenir, nous serons bien plus isolés encore si, en cas de guerre qui implique directement la France et où des soldats sont tués. Il faut s'y préparer et il faudra tenir. La guerre commerciale se durcit. Les capitalistes européens sont divisés en petits États rivaux et ne font pas le poids face à la domination américaine. L'arme des patrons français, ça va être d'aggraver l'exploitation. Et ça commence déjà. Plus de sacrifices, moins de salaire, moins de retraite, du sang et des larmes. Et pour nous faire accepter ça, tout va être bon. Vous avez été heurté par la brutalité de Trump? Il y a de quoi. Mais regardez comment Macron utilise déjà ce sentiment pour nous faire accepter 40 milliards pour l'armée au nom de la paix contre tous les dictateurs. Mensonge. Il faut réaliser que la période de stabilité qui dure en France depuis des décennies est terminée. Comme déjà exprimé par Lénine puis Trotsky il y a un siècle, la crise du capitalisme signifie une période de guerre et de révolution. L'une et l'autre sont inéluctables. Que des millions de gens finissent par se révolter face à l'aggravation de leur sort, cela va arriver. Mais sans arracher le pouvoir aux capitalistes, cela se transformera en contre-révolution.
en écrasement des exploités sous un talon de fer. Notre tâche est de préparer ces combats, de lever un drapeau, celui de la classe ouvrière. Dans une période de recul comme aujourd'hui, cela veut dire résister aux pressions fortes qui visent à effacer les frontières de classe, dévoiler sur chaque question l'opposition entre exploités et exploiteurs. Cela, même un petit groupe peut le faire, et ainsi construire, tisser un réseau qui se maintienne contre les vents dominants plutôt que d'être soi-même emporté. C'est ainsi que, lorsque la classe ouvrière mobilisera ses forces collectives, nous pourrons avoir une prise et faire pencher la balance vers la cause du mal, la domination capitaliste de la société. Alors, face à cette marche à la guerre qui s'accélère, que peut-on faire et sur quelle perspective faut-il s'organiser? C'est ça dont on voudrait discuter ce soir. Eh bien, pour commencer, il faut avoir les idées claires. Parce que lorsque les États entrent en guerre, ils ne nous disent évidemment pas on doit aller se faire trouer la peau pour défendre les marchés de Total ou de la Société Générale. Alors la première chose à faire, c'est de ne pas se laisser embrigader dans leur propagande et de dire clairement que leurs guerres ne sont pas les nôtres. Ils disent qu'il faut défendre la démocratie, mais la première chose qu'ils font, c'est de faire taire ceux qui s'opposent. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, pour ceux qui critiquent les crimes de l'impérialisme français, même ancien. Rappelez-vous qu'un journaliste pas révolutionnaire pour 2 sous, Jean-Michel Apathy, a été sanctionné pour avoir rappelé les crimes de l'armée française en Algérie en 1830. Depuis des mois, des militants sont traînés en justice pour leur dénonciation des massacres à Gaza. Ils sont accusés d'antisémitisme, d'apologie du terrorisme. Et c'est ça qu'ils appellent la démocratie. Et puis la France, qui a colonisé des continents entiers, qui continue à maintenir son ordre colonial à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, la France qui soutient des régimes dictatoriaux partout dans le monde, cette France serait garante de la démocratie, c'est un mensonge grossier. Et ce n'est pas le seul mensonge, il y a des mensonges plus subtils. Dans toutes les guerres, les États entraînent la population en disant qu'il faut bien se défendre, qu'on n'a pas le choix, et que l'agresseur, c'est l'autre. Même pour justifier les atrocités à Gaza, Macron et tous ceux qui soutiennent l'État d'Israël disent qu'Israël a le droit de se défendre. Alors ils jouent sur un sentiment répandu. Bien des travailleurs sont contre la guerre, mais ils se disent « si mon quartier ou l'école de mes enfants est bombardée, je ne vais quand même pas rester sans rien faire ». Alors il faut bien se dire que notre État ne peut jamais être notre défenseur. C'est ce même État qui mène en permanence une politique favorable aux capitalistes, à coup de subventions aux entreprises, de réforme des retraites, de répression contre les manifestants. Et il ne va pas changer de nature du jour au lendemain et devenir soucieux du sort des travailleurs. Il restera toujours ce qu'il est, un appareil au service des intérêts capitalistes. C'est lui qui nous met dans la situation de guerre pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Prenez les Ukrainiens. Ils ont subi l'invasion et les atrocités de l'armée russe. C'est évident que dans une situation comme celle-là, on a la rage, on veut se défendre. Et c'est ce que Zelensky et les États-Unis ont martelé pour embarquer les Ukrainiens dans la guerre. Mais qu'ont défendu en réalité les centaines de milliers de soldats morts ou blessés? Eh bien, ils ont défendu le droit pour les capitalistes occidentaux de disposer des terres et des ressources ukrainiennes, le tout en vivant depuis 3 ans sous la dictature des généraux et des oligarques. Alors non, dans les guerres, les travailleurs ne défendent pas leur maison ou la sécurité de leur famille. Ils défendent les intérêts des riches et les marchés des grands capitalistes. L'État qui organise ces guerres ne peut jamais être du côté des travailleurs. Et tous les partis de gouvernement qui disent qu'il faut une armée forte pour se défendre, eh bien, ils mentent aux travailleurs. Et c'est le cas de tous, de l'extrême droite au PCF ou à LFI. Les partis de gauche, ils se disent pour la paix mondiale. Ils appellent à manifester le 1er mai avec une affiche représentant une colombe. Mais qui a dit, je cite, « On est à court des produits de base, les obus, les munitions, la poudre. Évidemment, là-dessus, il faut retrouver notre souveraineté et il faut investir sur ce terrain-là. » François Ruffin. Qui a dit, je cite à nouveau, « Nous devons être aux côtés de nos soldats en leur fournissant le meilleur matériel sans dépendre de technologies et de puissances étrangères. »
les députés du PCF, qui avait dans son programme présidentiel en 2022 l'instauration d'un service national pour les jeunes, Mélenchon. Alors récemment, Sophie Binet a fait la une de l'UMA en dénonçant l'économie de guerre. Mais d'un autre côté, la CGT passe son temps à reprocher à Macron de brader ce qu'ils appellent la souveraineté nationale. Ces partis et syndicats participent, au même titre que les partis de droite ou d'extrême droite, ils participent à faire croire aux travailleurs qu'il existe une patrie que nous partageons en tant que Français, une communauté nationale où Bernard Arnault et un ouvrier auraient quelque chose de commun à défendre. Ils respectent tous l'armée, cet instrument de l'État, dirigé par des généraux, des officiers anti-ouvriers, qui se sont tant de fois illustrés pour leur mépris vis-à-vis des populations et même vis-à-vis de leurs propres soldats. Et tous sont prêts à dire un jour qu'ils ont épuisé les possibilités de paix et qu'il n'y a plus qu'à se défendre par les armes. C'est ce qui s'est passé en 1914. Les organisations ouvrières qui organisaient des meetings et des manifestations pour la paix sont passées avec armes et bagages du côté de la défense nationale et de l'union sacrée. Eh bien voilà l'avenir que nous préparent ceux qui font croire qu'on peut être pour la paix et pour la patrie en même temps. Et cela peut venir vite. On n'a pas encore les bombes, mais on a déjà une pression de plus en plus forte de l'État et des capitalistes pour orienter la production vers l'armée, ce que Macron a appelé passer à l'économie de guerre. Et les mêmes gouvernants qui nous expliquent qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles et les hôpitaux, eh bien ils trouvent des dizaines de milliards pour l'armée. Eh bien il ne faut pas accepter ce détournement de l'argent de la population vers des engins de mort. L'argent public doit aller aux hôpitaux, aux écoles, aux transports, pas à construire des Rafales ou des canons César. Pas 1 euro de plus ne doit aller à l'armée. Et puis ces milliards, ils ne vont pas nulle part. Les profits des capitalistes travaillant pour la guerre explosent. Ils parlent de défense commune, mais dans la communauté en question, comme dans tous les secteurs, il y a ceux qui bossent et les parasites qui profitent. Alors par rapport à cela, une partie de la gauche et la CGT réclament une industrie militaire nationalisée qui serait propriété de l'État. Mais le problème n'est pas à qui appartiennent les usines de guerre, mais contre qui et pour quels intérêts on fait la guerre. Non, ce pourquoi il faut se battre, c'est l'expropriation de ces profiteurs de guerre, la réquisition de leurs profits pour les utiliser à des choses utiles à tous. Et les seuls qui peuvent le faire, c'est sûrement pas l'État. Les seuls qui peuvent contrôler où va l'argent, où sont les profits, et imposer que la production soit orientée vers des secteurs utiles, ce sont les travailleurs eux-mêmes. Alors actuellement, la classe ouvrière est très loin de cet objectif, alors que la montée guerrière accentue déjà les attaques contre le monde du travail. Le patronat réclame encore plus de recul des droits des travailleurs, sous prétexte d'économie de guerre. Patrick Martin, le président du MEDEF, a pris en exemple le recul de l'âge de la retraite à 70 ans au Danemark, comme le genre de mesure qui serait nécessaire pour une économie de guerre. Et contrairement à la fable de l'Union nationale, la marche à la guerre et la guerre elle-même ne suspendent pas la lutte de classe, c'est même l'inverse. Plus la nécessité de fabriquer des stocks d'armes, des munitions, etc. sera forte, plus la pression s'accentuera sur les travailleurs, plus les cadences augmenteront, plus on nous imposera des régimes d'exception sous prétexte d'urgence militaire. Et pas qu'au travail, mais dans toute la vie sociale. Aujourd'hui, on est choqué, à juste titre, d'une manif interdite ou de procès pour des tweets en soutien à la Palestine. Et puis dans la fameuse démocratie française, l'autoritarisme de l'État s'est déjà renforcé ces dernières années. On l'a vu après les attentats de 2015 ou pendant le Covid, la suspension de droits qui paraissent acquis, comme celui de sortir de chez soi quand on veut, est à portée de décret du gouvernement. Mais on n'a encore rien vu. Tous ceux qui vivent ou ont vécu des guerres savent que ce n'est rien par rapport à une situation de guerre. Un État en guerre, c'est la dictature. Fini le droit de manifester, de publier un journal et même de dire son avis. C'est à cela qu'il faut se préparer. Alors, que peut-on faire ? Bien, beaucoup de travailleurs ne veulent pas travailler pour la guerre et encore moins partir combattre. On entend souvent des gens nous dire « moi j'irai pas, je partirai, je me cacherai ». Alors partir à l'étranger, rappelez-vous la fermeture de toutes les frontières en quelques jours au moment du Covid. Se mettre à l'abri, mais ce que préparent les états-majors, ce sont des guerres comme en Ukraine, avec des bombardements qui tuent des milliers de civils au cœur des villes. Refuser d'être enrôlé,
Mais dans les guerres, ce sont les flics qui viennent chercher les soldats par la force, comme on le voit en Ukraine ou en Russie. Et puis l'activité de ceux qui ne sont pas envoyés au front est aussi orientée vers la guerre. Les États transforment des usines de voitures en usines de chars. Ils réquisitionnent des employés, des profs pour gérer les bureaux de recrutement. Ils assignent les travailleurs de la santé aux hôpitaux militaires. Ils ne laissent pas le choix. Et ce qui pèse même encore plus, ils utilisent la pression collective. Toute la préparation des esprits qu'on voit actuellement vise à cela. Attiser le patriotisme par tous les moyens, y compris les compétitions sportives. Attirer des jeunes dans la réserve militaire en utilisant leur envie de se dépasser, de ne pas vivre que pour soi. Cette propagande, elle est destinée à embarquer moralement la population, y compris ceux qui aujourd'hui sont contre la guerre. Elle vise à créer une pression qui viendra des voisins, des collègues, de la famille. Et plus la pression de la marche à la guerre se renforcera, plus cette propagande se renforcera aussi. Pensez aux Israéliens qui refusent de servir dans l'armée parce qu'ils sont opposés à la politique coloniale de leur État, ou aux Ukrainiens qui ont refusé cette guerre fratricide. Ce n'est pas seulement qu'ils risquent la prison, ils sont considérés comme des parias, comme des traîtres, parfois jusque dans leur propre famille. Alors qui peut arrêter cette marche infernale? Eh bien ceux-là même dont l'État bourgeois et les capitalistes ne peuvent se passer pour mener leur politique, les travailleurs. Parce que rien ne se fait sans travailleurs, pas même la guerre. S'il n'y a pas d'ouvriers pour fondre des obus, s'il n'y a pas de chauffeurs de bus pour l'emmener au boulot, s'il n'y a pas de travailleurs sous l'uniforme pour tenir les armes, conduire les chars ou guider les drones, bref, si les travailleurs cessent de faire tourner la société au profit des fauteurs de guerre, ceux-ci ne sont capables de rien. Notre force, elle est là. C'est parce que la classe ouvrière fait tourner toute la société qu'elle peut s'opposer aux décisions des capitalistes et de leurs États, jusqu'à les rendre impuissants, jusqu'à arrêter leur guerre. Et ça, c'est vrai partout, dans le monde entier, en Ukraine, en Russie, en Israël, comme ici. Nulle part, les travailleurs n'ont intérêt aux guerres, et partout, ils sont à la base de la société et ont la force de mettre fin à ce système capitaliste mortifère. Alors à nous de défendre la seule politique permettant de s'opposer à la marche guerrière du monde, une politique communiste révolutionnaire, s'appuyant sur la force sociale que représente le monde du travail. À nous de construire une organisation militant pour la conscience de classe ouvrière dans les combats quotidiens contre les attaques patronales comme contre la marche à la guerre, car tout cela est lié. Pour s'opposer véritablement à la guerre, il faut militer contre les fauteurs de guerre que sont les capitalistes et leurs États. Il faut affirmer que les travailleurs n'ont pas d'ennemis parmi les autres travailleurs du monde et que notre ennemi principal, il est ici, c'est dans notre propre pays, c'est notre État, ce sont nos capitalistes. Le monde du travail est très loin d'avoir conscience de cette idée et d'avoir conscience de sa force aujourd'hui. Et il faut se préparer à ce qu'un parti tenant ferme ce drapeau internationaliste soit ultra-minoritaire pendant toute une période. Comme l'ont été les rares militants qui en 1914 n'ont pas sombré dans l'union sacrée, ou ceux qui pendant la Deuxième Guerre mondiale ont défendu une politique internationaliste et refusé de se ranger derrière la bourgeoisie française représentée par la résistance de De Gaulle. Mais ce sont les événements qui feront évoluer les consciences. Alors, garder sa boussole et ses idées malgré la pression, ce sera décisif. Car la bourgeoisie ne parviendra pas éternellement à utiliser les travailleurs comme chair à profit ou chair à canon. Les guerres sont des périodes d'exacerbation de la lutte de classe, et lorsque les masses cessent d'accepter, lorsqu'elles se soulèvent, tout devient possible. C'est ce qui s'est passé à partir de 1917, quand une vague révolutionnaire partie de Russie a bouleversé toute l'Europe et a mis fin à la guerre impérialiste en Russie. Cette vague n'a pas été seulement une vague de refus de combattre parmi les soldats, mais aussi et surtout une révolution ouvrière, dans les usines, dans les villes, où les travailleurs se sont affrontés à l'État, au pouvoir de la bourgeoisie sur la société. Ils lui ont arraché ce pouvoir et ils ont créé un État ouvrier. Bien s'ils ont pu aller jusque-là, c'est parce qu'il y avait un parti communiste révolutionnaire, le parti bolchevique, implanté dans les tranchées et dans les usines. C'est ce qui a permis que cette révolte débouche sur une transformation sociale profonde. Alors pour que les révoltes de demain se transforment en révolution et ouvrent la possibilité d'une organisation communiste de la société sans frontières ni guerre, il faut des militants qui s'organisent dès aujourd'hui pour défendre cette perspective ici et partout dans le monde. Construire ce courant militant, ce parti communiste révolutionnaire qui peut jouer un rôle décisif si les travailleurs entrent en révolte, c'est cela notre perspective
Et c'est cela que nous proposons à tous ceux qui veulent s'opposer à l'évolution guerrière du monde.